Bien, écoutez, je vous remercie d'être là. Je remercie l'Harmattan, je ne sais pas si quelqu'un est là de nous accueillir. C'est la première fois qu'on fait une présentation de bouquin à l'Harmattan. Cet ouvrage que vous connaissez, enfin vous n'avez peut-être pas vu, il sera en vente à la sortie, donc à tarif préférentiel JITPA, je dirais. Donc avec Simone, on l'a lancé en juillet 2003, donc ça fait 2 ans et demi. Nous avons une décennie, quand même. 2013. Donc 2 ans et demi pour le sortir. Enfin, je crois que c'est les règles. Moi, c'est la première fois que je coordonnais avec un bouquin de cette nature. Je ne suis pas du monde de la recherche. On me dit c'est le délai à peu près de ce genre d'ouvrage, surtout quand il y a beaucoup de collaborateurs. Donc c'est un bouquin du JITPA. C'est le 10e bouquin de la collection Questions autochtones, où on a mis sur là-bas des petites photos sur les bouquins précédents. Donc en fait le JITPA, au travers de cette collection, veut faire connaître les questions autochtones, donc les problématiques qui concernent les peuples autochtones. Donc vous voyez, on a parlé de changement climatique, le rôle disons la situation des pasteurs nomades en Afrique, les questions d'industrie extractive et peuples autochtones, puisque c'est un sujet très conflictuel et dont on parle de plus en plus, la situation de la femme, les questions d'exploitation gaz et pétrole dans le Pacifique, dans l'Arctique, donc beaucoup de sujets, et on a un nombre de sujets potentiels considérables. On a plusieurs projets en tête. Donc le JITPA, il a été créé en 2003 par un groupe qui est quasiment représenté ici, donc Simone, notre présidente, Françoise Morin, Bernard Saladin-Andrieux et Irène Bélier, 3 vice-présidents. Oui, vous avez tout le staff de direction qui est présent, et moi-même le directeur exécutif. Donc j'exécute ce que le bureau me demande d'exécuter. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais disons, c'est le directeur exécutif. Donc je viens pas du monde de la recherche, par contre tout le monde est du monde de la recherche. Donc ce qui me donne une position facile, puisque je suis pas du monde de la recherche, donc ça me permet de gérer des personnalités diverses, avec des parcours divers. Donc le JITPA a été créé en 2003. Oui, enfin ça dépend si on prend le dépôt des statuts. Et en fait, il est très proche d'une organisation danoise nordique qui s'appelle IVGIA, alors c'est imprononçable. International World Group for Indigenous Affairs. Voilà, Simone, qui est trilingue, il nous fait ça très facilement. Donc alors IVGIA a été créé en 1968 à Copenhague par des anthropologues scandinaves et allemands. Donc c'est l'époque où on crée des grandes ONG, disons occidentales, pour soutenir la cause des peuples indigènes, enfin qui sont devenus après les peuples autochtones dans le libellé des Nations Unies. Donc Survival en 1969 et Cultural Survival aux États-Unis. Donc les grandes ONG occidentales de soutien à cette cause. Il y a de la place. Donc derrière IVGIA, on a les gouvernements nordiques, en particulier les agences de développement qui s'appellent Danida pour le Danemark et NORAD pour la Norvège, qui ont inscrit dans leur stratégie d'aide au développement, disons, l'aide aux peuples autochtones pour que, en fait, d'une part, les aider à concevoir leurs droits des peuples autochtones, ce qui fait que IVGIA a énormément œuvré pour que cette question pénètre les Nations Unies, participer au groupe de travail et maintenant également à l'instance permanente sur les questions autochtones. Et tout ça, ça a débouché sur une déclaration en septembre 2007. Et notre objectif, nous, en tant que JITPA, proche d'IVGIA, c'est de la mise en œuvre de cette déclaration, puisqu'il y a eu quand même 25 ans de discussion aux Nations Unies auxquelles ont participé des gens qui étaient là. Donc, pour que cette déclaration soit respectée par les États qui l'ont signée. Il faut savoir que 144 États ont signé cette déclaration sur les 193 présents au mois de septembre 2007. Certains États se sont abstenus, certains États étaient absents. Et 4 États se sont opposés, les États-Unis de l'administration Bush, le Canada de l'administration Harper, l'Australie de l'administration Howard et la Nouvelle-Zélande. Et ces 3 administrations conservateurs sont très proches des milieux des industries extractives. Et quand on sait que 90% des ressources extractives de la planète se trouvent sur les territoires des peuples autochtones, tels qu'ils sont reconnus aujourd'hui, on voit les enjeux, disons, entre les peuples autochtones qui veulent
contrôler ce qui se passe sur leur territoire, et les industries extractives qui ont un objectif, c'est d'exploiter au maximum le gaz, le pétrole, les minerais rares, etc., les forêts sur le territoire des peuples autochtones. Donc on est au cœur d'un combat qui se développe évidemment dans les pays d'abord, et nous, notre rôle en tant que JITPA et en tant qu'IDIA, c'est de faire connaître ces problématiques, d'accompagner les autochtones qui viennent aux Nations Unies, en particulier les autochtones francophones, puisque en tant que francophones, on a au moins des autochtones en Guyane française, hein, les Amérindiens, en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, et les Maoris en Polynésie française. Évidemment, il y a des autochtones francophones, mais là, c'est plus la France directement, c'est plus une indépendance. Au Québec, les Amérindiens, les Inuits du Nunavik, et puis les Touaregs, les Amazirs, les Pygmées et les Peulh-Bororo en Afrique. Donc, ça fait quand même, on a un champ d'intervention qui est très important. Bien. Donc là, pour ça, on est tous bénévoles. Dans notre groupe qui intervient, on est tous bénévoles. On n'a pas de subventions, on ne recherche pas des subventions pour préserver notre indépendance. Bon, on fait appel à des dons privés, bien. On a très peu de dépenses en fait, à part justement la collection de bouquins et le site internet, qui est un des plus visités en français, mis à part les sites des Nations Unies. On finance nous-mêmes nos voyages quand on va à Genève ou à New York. Et on a créé un réseau d'experts, des anthropologues, des ethnologues, des ethno-historiens, des géographes, des juristes, pour les 7 zones reconnues par les Nations Unies comme des zones régions autochtones, l'Arctique, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, centre et sud, l'Afrique, l'Asie, le Pacifique. Et puis il y a une 7e zone qui est, je dirais, l'ancien périmètre de l'Union soviétique. Et on pourrait y ajouter le Moyen-Orient, enfin, sachant qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, ce n'est pas des problématiques de peuples autochtones qui se déploient. Donc, ce réseau nous envoie des informations, on les traduit, on les diffuse, on reçoit, parfois il nous envoie des leaders autochtones qui viennent à Paris, on les reçoit, enfin, avec d'autres organisations, comme le comité de soutien des Indiens d'Amérique et de l'Amérique. Donc on les reçoit, on les aide tant qu'on peut pour prendre des contacts avec les autorités françaises. Voilà, donc notre vie est bien peuplée de toutes ces activités et donc en plus on se lance dans l'élaboration de ces bouquins. Alors ici, donc je vais laisser. Alors évidemment, ça porte sur les Indiens d'Amazonie. Donc l'Amazonie, c'est quand même près de 7 millions de kilomètres carrés, hein, 14 ou 15 fois la France. C'est des millions d'Indiens des basses plaines, des basses terres, et on va voir au travers des différentes interventions, on a un certain nombre d'intervenants, mais il y a eu 12 personnes qui ont collaboré à ce bouquin, on va voir différentes facettes des exactions et de la situation des Indiens d'Amazonie face au développement, je mettrai entre guillemets, développement prédateur. Le sous-titre, c'est « Nouveaux projets d'exploitation et menaces sur les droits humains ». Alors peut-être que le préface. Rappelez, oui, que ce livre est préfacé. Il y a une introduction faite par Irène, ici présente. Mais il y a aussi une préface qui est faite par Manuela Carneiro da Cunha, professeur émérite à l'Université de São Paulo, professeur émérite à l'Université de Chicago, qui a été naguère présidente de l'Association des anthropologues brésiliens et qui, petite note personnelle, m'a beaucoup aidé au moment de l'affaire France Elf Aquitaine. C'est beaucoup grâce à elle que j'ai pu réaliser le travail sur le terrain. Alors elle a préfacé ce livre.